Merci d'être avec nous depuis Montréal, depuis Ottawa et même depuis Nancy en France. Euh, je, je suis ravie en fait, de clôturer c'est un colloque au long cours, le réel en récit et en acte, qui a commencé pour la première fois en fin 2013 et nous avons dû sauter la, l'édition de l'année dernière. Et puis bon, maintenant, nous savons nous servir de Zoom. Donc voilà, c'est une manière de vous recevoir tout de même. Donc merci à tous les participants qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un colloque qui a eu pour vocation depuis 5 ans de faire se rencontrer des créateurs et des chercheurs, et même des chercheurs créateurs. Il y en a de plus en plus parmi nous. Et puis, ça sera sa dernière année, puisqu'à partir de l'an prochain, on fera un autre cycle de rencontres et de colloques. Je voudrais remercier mon co-organisateur Jean-François Vaillancourt, qui a double casquette aujourd'hui, puisqu'il a accepté également de faire une communication. Et puis, remercier tous les participants qui sont là aujourd'hui. Je vais céder la parole à notre directeur, Francis Gingras, qui a accepté de présider cette première séance. Merci beaucoup, chère Claire. Merci d'avoir organisé ce colloque au long cours, comme tu l'appelles. Donc, c'est en effet un grand plaisir pour moi de présider la première séance de cette dernière journée, de cette 5e journée de colloque au long cours, donc le récit en réel et en acte. C'est un colloque de recherche-création qui a été inauguré en 2013 au CRILC, au Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoise, et dans notre département, donc le département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Il s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui avec de nombreux et prestigieux invités, Catherine Cusset, Thomas Clair, Mathieu Simonet, qui ont fait le voyage, à l'époque on voyageait, depuis la France ou New York. Cette année, c'est l'écrivaine Hélène Guestern qui nous fait l'honneur d'être là depuis la France, puisqu'une des fonctions de ce colloque, Claire le rappelait, c'est d'être un passeur entre le Québec et l'Europe, mais aussi entre créateurs et chercheurs et entre les pratiques artistiques. Vous avez reçu dans ce colloque, en fait, nous avons reçu dans ce colloque, entre autres au fil des années, le comédien Marc Belland, l'acteur et auteur Alexandre Goyette, l'historien et journaliste Jean-François Nadeau, le comédien et dramaturge Alexis Martin et son complice du Nouveau Théâtre expérimental Daniel Brière, la metteur en scène Nini Bélanger, la compagnie Système Kangourou, ainsi que plusieurs collègues, des écrivains, des écrivaines, un cinéaste, un dramaturge, et j'en passe. Après l'annulation de l'année dernière, c'est un grand plaisir, certes un peu mitigé par la virtualité de la chose, mais un plaisir néanmoins tout à fait réel de pouvoir vous compter parmi nous aujourd'hui à travers Zoom. Alors, je remercie encore Claire Legendre d'avoir porté ce projet pendant toutes ces années, de l'avoir organisé. Je remercie son collaborateur de cette année, Jean-François Vaillancourt, et je me réjouis que le département puisse compter sur des activités aussi dynamiques que pour rayonner. Alors, sans plus tarder, je vais lancer la première séance avec la présentation de Bernabé Wesley, que nous allons entendre. Je vous inviterai, après la communication de M. Wesley, à poser directement vos questions. Comme ça, on est dans le vif du sujet. Donc, on prévoit une vingtaine de minutes de présentation, une dizaine de minutes de discussion. Puis ensuite, on entendra M. Mathieu. Alors, Bernabé Wesley est professeur adjoint au département des littératures de langue française depuis juin 2020. Il est l'auteur de L'Oubliothèque mémorable de Louis-Ferdinand Céline, essai de sociocritique, ouvrage publié en 2018 aux presses de l'Université de Montréal.
Ses recherches portent en priorité sur le roman français du XXe siècle, la sociocritique des textes, la mémoire collective et, plus spécifiquement, vous l'aurez compris, Louis-Ferdinand Céline. Il est membre actif du CRIST, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, du CIREM, de la Société d'études céliniennes. Il a co-dirigé différents ouvrages collectifs et a également publié différents articles dans la Revue des sciences humaines, Alternatives francophones, Études céliniennes et bien d'autres. Il travaille en ce moment sur un projet qui s'intitule « Des amnésies mémorables, la mise en texte de l'oubli collectif dans le roman français 1900-1950 ». Mais aujourd'hui, je crois qu'il nous entretient d'un tout autre sujet et je lui donne donc la parole, Bernabé Wesley. Merci Francis pour cette présentation généreuse. Merci à Claire et à Jean-François pour l'invitation. Avant de me lancer, je partage simplement mon écran de manière à ce que vous puissiez me suivre plus facilement. Et je vais moi aussi franchir l'Atlantique puisque c'est de La Condition pavillonnaire, le roman de Sophie Livry paru en 2014 que je vais vous parler. Alors, la question du réel suppose celle du réalisme et si l'on entend par réalisme l'intention de reproduire fidèlement la réalité dans un texte, eh bien on est face là à une question que la critique littéraire annonce, dont elle annonce par intervalles réguliers la vanité en même temps qu'elle ne cesse de la poser encore et toujours. En ce qui me concerne, je l'ai abordé dans le cadre du second symposium de sociocritique qui avait eu lieu en 2015 et qui a donné lieu à 2 publications sous la forme d'un dossier spirale spécifique à cette question en littérature contemporaine et à des actes que nous avons tirés du colloque parus dans les cahiers Remix et où Francis avait d'ailleurs adressé cette question du réel au Fablio, et Judith Sribné, qui nous rejoindra tout à l'heure, elle s'interrogeait sur la question chez Gassendi, l'auteur du XVIIe siècle. Le projet était de repenser cette question du réalisme à partir des hypothèses de la sociocritique, et l'hypothèse était la suivante: il n'y a pas un, mais des réalismes, et les effets de réel découlent des interactions des textes avec ce que Pierre Popovitch a appelé la sémiosis sociale, c'est-à-dire avec les savoirs, les représentations, les images, les mots, les langages par lesquels une société donne sens à ce qu'elle est et désigne ce qu'est le réel. Il s'agissait d'envisager, de mettre en valeur l'historicité, la socialité, les variabilités du réalisme, et on avait fait ça avec des textes qui allaient du Moyen-Âge à l'époque actuelle, avec des origines géoculturelles diverses. Il y avait certains textes de francophonie, en abordant aussi la pluralité générique de cette question, qui n'est pas le monopole du roman, loin de là, et la diversité des réalismes, le réalisme magique, le réalisme merveilleux, etc. Si vous voulez des détails sur comment dire, l'aspect théorique de la chose, je pourrais y revenir. Et puisque c'est moi qui ouvre le bal, vous n'échapperez pas à une courte définition du réalisme. C'est à partir de ça que je partirai, donc, en définissant celui-ci comme par le choix de mettre de plus en plus en scène la vie quotidienne des gens et d'en proposer une représentation sérieuse, complexe et ou tragique. Je complète cette définition en revenant sur un classique des études littéraires, ce que Philippe Hamon avait défini comme le discours contraint de l'esthétique réaliste, et que je ramène aux caractéristiques suivantes: l'usage du flashback et de la prévision, la motivation psychologique des personnages, le branchement de l'histoire racontée sur la grande histoire, la recherche de cohérence par la mise en place des réseaux de redondance, l'écriture transparente et la convocation des savoirs et des lexiques prévisibles.
Alors, cette question du réel, je l'ai liée à la dimension sonore de certains romans dans le cadre d'un post-doctorat fait à l'UQAM sous la supervision de Jean-François Chassé. Et en me demandant comment, étrangement, certains romans contemporains abordent cette question de la réalité à partir des bruits et des sons, en formant une sorte de réel sonorisé. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter au sujet du ronron de la vie conjugale dans le roman que Sophie Divry a publié en 2014. Nous attendons d'un roman qu'ils disent que le mariage, cette institution bourgeoise, est le chemin le plus court vers la folie, que les enfants qui en sortent sont des monstres d'égoïsmes imberbes et ingrats, et que le salut n'est possible que dans l'infidélité. C'est effectivement ce que raconte la vie pavillonnaire de Sophie Divry, et le roman le fait en usant des sons pour faire entendre à l'oreille du lecteur le ronron de la vie conjugale qui absorbe tout. Les turpitudes de la vie de couple en province, le romantisme mièvre, l'infidélité de l'héroïne se démarquent des aventures sentimentales d'une autre Emma, vous savez, celle d'Ivry se nomme MA par ses initiales. Elle est ainsi anonymisée, le nom même marque la disparition de l'identité du personnage, et il renvoie évidemment à celui de Madame Bovary, autre roman où, comme l'a montré Jean-Marie Privat, résonne tout un vacarme qui compose une réinvention littéraire du rituel du charivari, réservé au mauvais mariage, y compris dans les mauvais jeux de mots d'ailleurs. La première nuit que passent Emma et Charles à Yonville, ils la passent à l'auberge au Lion d'Or, ce qui n'augure rien de bon pour la sexualité du couple. Les bruits du roman de Divry excèdent largement l'enquête sociologique sur la condition féminine que le roman annonce, et qu'il concentre sur les corvées, les contraintes que les femmes embrassent en fondant une famille. De ce point de vue-là, on est dans la quotidienneté la plus complète. Les sons les plus ordinaires disent la dévoration permanente de soi dans toutes ces choses à faire, et il porte l'émotion des personnages qui, comme chez Flaubert, ne parviennent à se dire que des banalités. Le dialogue est toujours d'une platitude complète. Le bonheur de donner la vie et d'élever des enfants est présenté comme une sorte de piège qui fait tomber les femmes dans celui de la conjugalité, et il se ternit aussi en termes sonores. Mais le bruit des enfants n'est qu'un agréable bruit de fond. Note avec désillusion la narratrice. Des énumérations en série, tu sales, tu poivres, tu échalotes, tu ébouillantes, tu pelles et épépines, tu bouquets garnis. Ces énumérations intègrent des néologismes par analogie sonore. Ici, par exemple, le déplacement de nature grammaticale insiste sur l'aliénation provoquée par la répétition des tâches culinaires. Dans le tohu-bohu de ces activités ménagères, le silence consacre un moment de faiblesse qui inspire l'envie de s'effondrer, d'abandonner enfin son propre rôle de maîtresse de maison. C'est alors que dans le silence des murs carrelés, une fatigue te saisit. Le moment du maquillage, rare moment de soin à soi-même, est vite interrompu par d'autres sons qui annoncent le prochain impératif, mondain celui-ci. Tu entends des pas sur le gravier, la sonnette prévenant des premières arrivées. Dans ce roman, ce qui est particulièrement intéressant du point de vue sonore et de la réalité à laquelle il renvoie, c'est le statut qu'occupe l'électroménager dans le livre,
puisque les objets et leur bruit se présentent comme les véritables témoins de cette disparition de soi dans le rôle de l'épouse. Le premier témoin de la souffrance d'Emma, le réfrigérateur familial, est décrit comme une sorte d'ogre de la consommation qu'il faut sans cesse remplir et dont l'héroïne tire des aliments qui sont autant d'obligations culinaires. Ce dernier ronronne particulièrement fort et dans le silence de ce début d'après-midi, le compresseur du réfrigérateur se déclenche. Le vrombissement répétitif de la machine à laver a, lui, quelque chose de vaguement triste qui évoque l'ennui des jours qui se répètent. Sans avoir besoin d'écouter vraiment, tes oreilles entendent la succession des sons inarticulés du lave-linge. Cela commence par un glou-glou clair d'eau qui le remplit, par le chuintement d'un moteur se mettant en marche. Cela continue par un silence, puis par le tambour de la machine se mettant à tourner. C'est le son familier du moteur joint au floc-floc des vêtements qui tapent à l'intérieur du tambour par phase d'une dizaine de secondes, suivi d'une pause, puis d'une nouvelle rotation, avec de temps à autre un clic lorsqu'un bouton cogne sur le métal de la machine. Tu reconnais chaque reprise du lavage, le moteur tournant par cycle de quelques secondes avant de s'arrêter, reprendre, s'arrêter. C'est dans tes oreilles un constant bourdonnement, c'est un bruit de lave-linge qui tourne. Les accélérations, les pauses, l'augmentation de la vitesse du moteur, le rythme de l'essorage, le passage d'un vrombissement à un sifflement de plus en plus strident jusqu'à ce que la machine tremble tout entière sur le carrelage. Tout cela anime ici la machine à laver d'une présence sonore qui retentit dans toute la maison et qui marque également la matière scripturale du texte. C'est notamment visible dans ce passage à l'étirement relatif de la syntaxe, à la rythmique plus rapide, aux onomatopées et aux mots à redondance syllabique comme glou-glou ou bien floc-floc, et à l'allitération en T, évidemment, qui tape à l'intérieur du tambour. Aussi ordinaire soit-il, l'épouse ennuyée cherche dans ce bruit le signe de sa propre folie, l'indice d'un éventuel dysfonctionnement qui fera enfin dérailler la machine trop bien huilée de ce quotidien désespérément dépourvu de toute crise romantique. Les variations sonores de la mécanique du lave-linge portent les soubresauts de l'affect et de la pensée jusqu'à être chargés du désir d'aventure, de l'attente d'un imprévu, d'un romanesque de l'incident qui, si domestique soit-il, viendrait colorer la monotonie d'un jour terne de plus. Contrairement au tableau que les époux ont acheté, le Mas des Lavandes, c'est un tableau qu'ils ont acheté lors d'un séjour en Provence et qui est affiché fièrement par le mari au milieu du salon. Contrairement à celui-ci, le son de la souffrance psychique, lui, n'a pas d'ekphrasis. Il circule dans l'espace domestique en même temps qu'il le reconstruit. Il marque des moments d'extrême familiarité et de vertige intérieur mêlés. Il parcourt et marque une intimité bizarre entre soi et un son domestique qui révèle la connaissance détaillée de l'intimité de la maison. Espace recréé dans l'imaginaire par le roman, en une sorte de caisse de résonance silencieuse qui répercute le vide intérieur du personnage. Le floc-floc des vêtements, selon un programme dont chaque étape est connue d'avance, figure l'ennui d'une vie sans aventure. Le ronron du tambour qui tourne cristallise la reconnaissance d'un lieu à soi où l'intériorité s'est évidée. Les cadences du lave-linge métaphorisent la noyade, l'engloutissement mécanique d'une femme dans la révolution de l'électroménager qui, 50 ans auparavant, n'était déjà plus synonyme d'émancipation féminine que dans les réclames publicitaires des 30 Glorieuses. Je crois que Christine Ross est une des lectures de la romancière
Et je l'ai entendu évoquer également les travaux de Frigga Haug, et notamment Die Vier in eine Perspektive, qui est une théorie marxiste justement qui repense totalement la manière dont les rapports domestiques se jouent au sein du couple et propose même un système de compensation financière très élaboré pour payer ces corvées domestiques. La décoloration sonore du personnage, c'est bien ce qui se joue dans ce roman, s'opère contre le système énonciatif du roman lui-même. Celui-ci est construit sur un système énonciatif endophasique, à la deuxième personne, donc, langage intérieur de soi-même, de soi à soi-même, où le personnage principal se parle constamment à la deuxième personne et ce monologue intérieur s'énonce dans le cadre d'un dialogue avorté qui fait advenir la parole d'une femme dont le vide intérieur a emporté les mots susceptibles de dire son désespoir. Je nuance tout de même ce commentaire qui est vrai, mais qui doit être nuancé par l'infidélité que fait Emma avec un de ses collègues dans l'entreprise où elle travaille et qui amène tout de même une tonalité plus romanesque dans le texte. La révolte féministe a libéré les femmes du foyer pour les conduire à l'exploitation du travail. C'est aussi ce que dit le roman. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre dans le lieu-dit La Révolte, c'est le nom de la fabrique de meubles où travaille l'héroïne, et dont la lettre manquante indique, en termes sonores là aussi, qu'à l'abdication privée de la sphère conjugale s'ajoute un renoncement collectif. La plastique sonore des mots chargés de prestige social impressionne constamment l'héroïne, à l'image de ce que prononce Sidonie, à qui elle jalouse, c'est son amie, à qui elle jalouse sa culture et l'assurance de son bon goût et de ses jugements esthétiques. C'est exquis, qu'elle dit en traînant sur les ex, ce qui donnait cet exquis, faisant sonner la dernière syllabe avec une certitude triomphante qu'Emma répète émerveillée. Les passant dans ta bouche, les refaisant sonner à ton tour, comme ces boucles d'oreilles qui étincellent dans une salle de concert plongée dans le noir, tu aurais voulu capter sa brillance. Le problème d'Emma tient justement à un réflexe réaliste, si je puis utiliser cette définition du terme. Devant les modèles sociaux qu'elle observe autour d'elle et les perspectives d'émancipation qu'elle entrevoit, elle n'a qu'un désir de mimétisme là où il faudrait savoir s'opposer pour trouver sa propre voie, celle que le tu du texte couvre tout en disant l'aliénation de ce silence intérieur. Il est plus que temps de conclure et je ne le ferai pas en vous chantant « Ne vous mariez pas les filles » de Boris Vian. La condition pavillonnaire fait discrètement partie de ces romans contemporains qui donnent à lire une part du réel d'après une démarche réaliste et engage, au gré des écritures des univers fictifs, une sonorisation de la langue qui renvoie au réel. On pourrait en trouver d'autres exemples dans le reste de son œuvre. Je pense notamment à quand le diable sortit de la salle de bain et à ce passage où il reste 112 € sur le compte de la narratrice qui est au chômage. Elle répète 112 sans cesse, 112 étant en France le numéro qui a remplacé le 15, c'est-à-dire le numéro avec lequel on appelle l'ambulance. Et ça augure aussi de l'importance que va prendre le thème de la folie et dans ce roman et
et qui est présente ailleurs aussi dans 3 fois la fin du monde, me semble-t-il. Ici, il s'agit de la condition féminine telle que l'évoque le roman. Ailleurs, dans d'autres romans contemporains, c'est de la réalité des banlieues qu'il s'agit, par exemple, dans Fabrication de la guerre civile, de Charles Robinson, qui joue aussi des sons pour évoquer la réalité. On pourrait multiplier les exemples. Je conclus en disant tout simplement que ces romans évoquent une part de la réalité contemporaine en mettant le son au cœur de dispositifs et de formes d'écriture qu'ils déploient en inscrivant cette dimension sonore dans la scripturalité des textes, dans la ponctuation et la syntaxe oralisée, dans les onomatopées ou l'intégration de parlures populaires, dans les idiomes étrangers qu'on peut entendre, ce qu'on appelle la babélisation de la langue, dans les perturbations sémantiques fondées sur des analogies sonores. Tout cela forme ce qu'on peut appeler la dimension sonore du roman. Ces bruits fondent paradoxalement une représentation du monde contrainte d'accepter la défaite de toute illusion mimétique. Les formes de réalisme du roman contemporain composent avec ce que les romanciers eux-mêmes désignent comme la subjectivité radicale du son, là où la vision fonde une objectivité partagée, une propriété commune des objets. Le son ne se distingue pas du sujet qui l'entend. Il fonde une forme de réalisme qui n'exclut pas de rapport au réel, mais qui le fonde sur l'expérience d'un sujet s'engageant dans le monde et qui en fait l'épreuve. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Bernabé. Et nous allons maintenant entendre Éric Mathieu. Monsieur Mathieu est professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa et écrivain. Dans le cadre de son travail comme linguiste, il s'intéresse surtout à la syntaxe du français et des langues algonquiennes. Alors, salué par la critique, Les Suicidés d'eau claire, son premier roman, a été finaliste au prestigieux prix littéraire Trillium en 2017 et au prix littéraire Le Droit. Il s'est mérité le prix littéraire Émergence de l'Association des auteurs de l'Ontario français. Son second roman, Le Goupil, publié à La Mèche, comme son premier, a paru en 2018 et a été finaliste au prix littéraire de la ville d'Ottawa. Éric Mathieu a également publié des nouvelles dans Icarus, Glitterwolf, bref, Le Sabord et Cartographie 3. Aujourd'hui, il nous présente Entre le réel et l'imaginaire, utilisation des faits divers et des songes comme stratégie de création littéraire. La parole est à vous, Monsieur Mathieu. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est vraiment super. Alors, je vais parler en tant qu'auteur, donc ça ne va pas être très théorique dans le sens de littérature, j'ai plutôt l'habitude de donner des présentations en linguistique. Je vais quand même utiliser un petit peu de linguistique, vous allez voir, pour parler du référent et du signe linguistique. Donc, lorsque je commence l'écriture de cette présentation, je me rends compte tout de suite que je vais avoir beaucoup de difficultés. Je veux parler de la tension entre le réel et l'imagination dans ma création littéraire, mais par où commencer, quoi dire? Je débute donc dans la conception de cette communication dans le désarroi total. Et puis, je me dis que c'est exactement ce qui se passe quand je commence un roman. La peur d'avancer, d'écrire, de dire des choses. J'avance dans l'obscurité. Les premières pages sont une torture. Combien de projets abandonnés avant d'atteindre ne serait-ce que 2000, 5000 ou 10 000 mots. Et maintenant, même problème pour parler de la création littéraire. Impossible d'avancer, impossible d'écrire, impossible de parler de mon processus d'écriture. Et puis, je lis un peu par hasard Un amour impossible de Christine Angot, le livre sur sa mère. Et à la fin du livre, je découvre une transcription fort intéressante, dans un style bien à elle, d'une conférence qu'Angot a donnée à New York. Elle parle de la difficulté d'écrire et d'entrer dans un roman. Et la raison est simple, elle veut à tout prix coller au réel et elle n'y arrive pas.
Donc, c'est pour moi une mini-révélation ou plutôt une reconnaissance. Pourquoi? Parce que cela me renvoie donc à mon incapacité pendant des années à écrire lorsque j'étais obsédé par le réel. Donc, je n'ai pas de définition du réel, mais on peut adopter ce qu'on a entendu tout à l'heure au sujet du réalisme. Et donc, je n'arrivais jamais à la fin d'aucun projet d'écriture parce que j'étais obsédé par ce réel, par ce réalisme. Mais lorsque j'ai décidé un jour d'abandonner le réel, qui m'a paru tout d'un coup comme une contrainte déraisonnable dans mon travail, alors là, j'ai été capable d'écrire vraiment. Ce n'est pas que le réel ne m'intéressait pas ou ne m'intéresse pas. Je viens de terminer en fait 2 textes autobiographiques, un sur la mort de ma mère et un autre sur la maladie de mon conjoint. Mais je dis simplement qu'au départ, je n'arrivais pas à aborder le réel de front et que lorsque j'ai voulu l'atteindre, il m'a fallu le faire indirectement. Pour ce faire, j'ai choisi le fait divers et je suis tombé il y a longtemps sur un article du Nouvel Observateur que j'avais gardé pendant des années et qui décrivait un fait divers sordide qui m'avait interpellé. Je vais y revenir. Pour revenir à Christine Angot, c'est très intéressant ce qu'elle dit sur le réel. Elle dit « Le réel n'est pas fait pour être dit. Il est là, il se contente de ça, il est le vrai, c'est tout. Et comme tout ce qui est vrai, il est impossible à dire. » Donnons un exemple. À un moment donné de son récit dans Un amour impossible, dans une première version, Angot écrit qu'elle a été conçue par ses parents à Beaulieu-sur-Mer. 10 ou 15 pages découlent de cette proposition, de cette phrase, et le récit s'articule autour de ça. Mais la mère de Christine Angot lui apprend plus tard, quelques semaines ou quelques mois plus tard, qu'il n'en est rien. Christine Angot n'a pas été conçue à Beaulieu-sur-Mer, mais a été conçue à Châteauroux. Angot, par contre, reste attachée à Beaulieu-sur-Mer. Elle a écrit des pages et des pages. Elle reste attachée à sa phrase, sa proposition et toutes les pages qui en découlent. Comme tous les écrivains, elle ne veut pas jeter ce qu'elle a écrit. Ces pages si difficiles à écrire, elle ne veut pas les effacer. Elle ne veut pas tout recommencer. Alors, elle s'accroche à ce qu'elle a écrit. Et bien sûr, elle se demande, qu'est-ce qui m'empêche, après tout, de dire que j'ai été conçue à Beaulieu-sur-Mer? La réponse, pour elle, est rien. Mais pourtant, Angot n'est pas satisfaite de cette réponse. Il lui faut tout recommencer depuis le début. Elle dit, on ne s'arrange pas comme ça avec la vérité. En fait, mon château de cartes est en train de s'écrouler. Ça ne fonctionne pas, rien ne va plus. Pour Angot, c'est que la vérité doit être complète. Elle ne peut pas se présenter par morceaux. Il faut toute la pelote de laine, dit-elle, emmêlée puis déroulée, telle que l'auteur la ressent, la sait. Lacan dit « Je dis toujours la vérité, pas toute. Nous, si », dit Christine Angot. Donc, il me semble que pour Angot, le sens d'un texte, c'est sa dénotation. L'important, c'est le référent. On peut dire sans exagérer qu'Angot est comme les sémanticiens formels ou les philosophes du langage, pour qui le langage sert à parler du monde réel et pour qui chaque proposition se doit d'être évaluée en termes de vrai ou faux par rapport à une situation donnée. C'est donc une vision externaliste plutôt qu'internaliste de l'interprétation. Et on sait qu'en logique, la vérité n'est pas toujours très utile. On sait que pour des propositions comme, par exemple, « Dieu existe », la question de savoir si elle est vraie ou fausse est simplement relative à une situation. Par conséquent, la proposition « Dieu existe » est vraie si Dieu existe et fausse si Dieu n'existe pas. Donc la proposition nous parle d'une situation, mais ne nous dit rien sur le monde réel. Donc pour en revenir à Angot précisément, faisons une expérience mentale, a thought experiment. Imaginons un instant que la mère de Christine Angot se soit trompée. Elle a cru que sa fille avait été conçue à Châteauroux, mais elle a tort, c'était bien à Beaulieu-sur-Mer que Christine Angot a été conçue. Est-ce que tout le projet de Un amour impossible s'écroule? Est-ce qu'il faut jeter le livre? Est-il devenu illisible? Je ne crois pas. En littérature, on peut se contenter d'une vérité abstraite, il me semble, une vérité psychologique, on appelle ça parfois. La vérité psychologique se trouve dans les romans, dit Julien Green quelque part. Et on peut penser, comme Chomsky et d'autres, que pour de nombreuses expressions, le sens d'un mot est le concept mental qu'il suscite, le sens d'une phrase, une suite de concepts mentaux. Ainsi, le langage n'a pas besoin d'être interprété dans le sens de décrire le monde. Il est autoréférentiel, il est interprétable sans qu'une relation avec le monde soit nécessaire. Et dans ce sens, on pourrait dire que la littérature non plus n'a pas besoin d'être interprétée. Donc, c'était une longue introduction pour dire simplement que j'ai réussi à écrire de la fiction à partir du moment où j'ai compris que je n'avais pas besoin de coller au réel
et que c'était sans doute pour moi impossible, en tout cas au départ de mon expérience littéraire, et donc j'ai privilégié une approche internaliste plutôt qu'externaliste. Alors voyons maintenant comment j'ai utilisé les faits divers pour arriver à ça dans mes romans, comme donc moteur de création en m'écartant de ma vie personnelle, en gros. Tout d'abord, il est important de rappeler, évidemment, tout le monde le sait, que de nombreux romans sont inspirés de faits divers. La liste est trop longue pour tous les citer. Notons simplement Madame Bovary, on en a parlé tout à l'heure, Emma Bovary est partout. Aussi Le Rouge et le Noir, deux romans qui m'ont marqué personnellement lorsque j'étais adolescent et qui ont en fait influencé Les Suicidés d'eau claire, mon premier roman. Par exemple, il y a de nombreuses scènes dans Les Suicidés inspirées par Madame Bovary. Je suis tombé sur Madame Bovary au bac, donc ça m'a beaucoup marqué. La scène de la fête chez les Corbins dans le roman, c'est un peu le mariage dans Madame Bovary. Les scènes où Madame Bovary est plongée dans la rêverie correspondent aux scènes dans Les Suicidés de Sibylle devant son miroir, qui est prisonnière de son imagination. Et aussi, le roman Les Suicidés d'eau claire est un peu influencé par Le Rouge et le Noir. Donc, le fait divers qui forme le point de départ des Suicidés d'eau claire est le suivant. Une famille française, le père, la mère et la fille, quittent la France, un pays, disent-ils, qu'ils détestent. Et ils se retrouvent à l'étranger, dans plusieurs pays, les États-Unis, l'Australie, etc. Le père, qui n'a en fait aucun diplôme, devient rapidement cadre dans des grosses entreprises et il fait beaucoup d'argent. Et puis un jour, la famille retourne en France, on ne sait pas trop pourquoi, et là, les choses ne se passent pas bien. Un jour, on retrouve les 3 corps criblés de balles dans la maison familiale. Donc, qu'est-ce qui a poussé cette famille à se suicider? Pourquoi sont-ils partis de France? Pourquoi détestaient-ils la France? Pourquoi y sont-ils revenus? Voilà les questions qui m'intéressaient. Le fait divers en question rappelle en fait beaucoup l'affaire Roman, qui a inspiré L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, et aussi plus récemment l'affaire Dupont de Ligonnès. Mais le fait divers en question dont je parle en fait date de 92. Je l'avais lu à l'époque dans le Nouvel Observateur, et puis je garde ça pendant des années pour m'inspirer plus tard. Donc le fait divers se passait dans le sud de la France en fait, mais j'ai choisi de situer mon roman à Eau-Claire, une petite ville fictive de Lorraine, pour me permettre d'habiter l'espace de mon enfance et de mon adolescence à travers la littérature. Donc, à partir de ce fait divers, j'ai voulu aborder en fait des thèmes qui me tenaient à cœur. Donc, même si je restais loin du réel, j'avais quand même des thèmes particuliers en tête. Par exemple, l'aliénation, l'exil, la marginalisation, l'oppression, le harcèlement, l'identité, découverte de soi, rédemption, amitié, folie, univers familial, critique sociale, homosexualité. Donc, vraiment tout un programme. Beaucoup de choses sont inventées dans mon roman, mais un tas de choses sont vraies. Donc, on parlait de vérité psychologique tout à l'heure. La mère alcoolique, les questions d'identité, l'homosexualité, le harcèlement à l'école. Les détails ne sont peut-être pas véridiques, mais on parle ici donc d'une vérité psychologique, comme je le disais à l'instant. La douleur que connaît Sibylle dans le roman à cause du harcèlement, cela, je l'ai vécu. L'insouciance et l'alcoolisme de la mère, cela aussi, je l'ai vécu. Donc, dans mon processus de création littéraire, je prends d'autres faits divers pour m'influencer. Donc là, j'aimerais parler d'un autre roman qui va paraître cette année en août à La Bêche. Le titre provisoire est « Dans la solitude du Terminal 3 ». Je lis beaucoup de faits divers dans, par exemple, le New Yorker ou Rolling Stone. Il y a des choses vraiment fascinantes. Donc là, le roman, en fait, s'inspire d'un meurtre par un groupe de jeunes gens qui avouent peut-être un peu trop vite leur culpabilité. Ça m'intéressait de comprendre pourquoi les gens s'accusent de meurtres, par exemple, qu'ils n'ont pas commis. Ça existe beaucoup, apparemment. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur les personnes en question. Et le roman intègre aussi un autre fait divers au sujet de jeunes contrevenants qui travaillent comme informateurs confidentiels pour la police, mission à haut risque, en grande partie non réglementée et parfois mortelle. Alors évidemment, on pourrait dire quoi de plus réel qu'un fait divers? Donc, n'y a-t-il pas ici un paradoxe, puisque j'essayais de dire tout à l'heure que je m'éloignais du fait divers. Mais il faut comprendre que pour moi, les deux faits divers en question ne sont que des prétextes pour raconter une histoire. En l'occurrence, dans ce roman qui va paraître en août, l'histoire de mes années passées à Londres, même si le roman en fait se passe à Ottawa et à Montréal. Ce qui m'intéressait, c'était d'aborder les thèmes suivants: la difficulté d'écrire, la mort de ma mère, le mal de vivre, une certaine naïveté d'adolescents et de jeunes adultes. Donc, je me place vraiment très loin du fait divers. Les détails du fait divers ne m'intéressent pas. C'est vraiment deux lignes
qui vont déclencher le processus de création. Dans un autre roman commencé en 2019 et que je viens de terminer, qui s'appelle « Bleu de minuit » pour l'instant, je m'inspire d'un fait divers où une jeune femme universitaire, très performante depuis son adolescence, un jour craque et tombe dans une folie meurtrière sanglante. Donc, ça m'intéressait de comprendre pourquoi elle a été poussée à faire ça. C'est la question du roman, ça parle peut-être de la pression de la carrière universitaire et de la société actuelle. Donc, encore une fois, le point de départ, c'était ce fait divers, mais je ne connais pas vraiment les détails de ce qui s'est passé, donc j'ai brodé autour de ça. Et puis, dans un genre différent, la genèse d'un roman, pour moi, peut aussi avoir sa source dans un court fait historique. Alors, ce n'est pas vraiment un fait divers, mais 3 lignes peuvent déclencher toute une histoire. Donc, par exemple, en lisant Sur les traces de l'anarchisme au Québec, 1860-1960, de Mathieu Houle-Courcelles, j'ai appris qu'entre 1871 et 1872, entre 1000 et 3000 communards s'exilent au Canada, la plupart à Montréal. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire de quelques-uns de ces communards au Canada? Et il s'agit d'un roman historiographique qui me permet de travailler sur les mondes possibles en littérature, en réinventant l'histoire, si on peut dire. Autre moteur de création, le rêve. Donc, une fois que je commence un travail de fiction, à l'intérieur du roman, je vais travailler autour du rêve. Un rêve peut être la source complète d'un roman. Par exemple, mon roman jeunesse, Le capitaine Goudu et les enfants de la Cédille, en fait, je l'ai d'abord rêvé. J'ai rêvé d'un groupe d'enfants sauvés d'une catastrophe sur la Terre qui se retrouve sur une station spatiale avec un astronaute qui joue de l'accordéon. C'est une prémisse, en fait, qui fait très Ray Bradbury. Alors, le rêve est peut-être influencé par une lecture lointaine de Ray Bradbury. Mais pour moi, le rêve est aussi une stratégie de narration. Donc, ça fait partie intégrante de mes romans. Les personnages vivent tous dans une réalité dissociée. On alterne entre des scènes réalistes et des scènes à caractère onirique. Souvent, mes personnages font des rêves éveillés et sont pris dans un entre-deux dont ils ne peuvent pas s'échapper. Souvent, le rêve dans la fiction est critiqué. Si on lit des écrits là-dessus, on dit que c'est une musique d'ambiance, que le rêve, en fait, dans les romans, ne nous dit pas grand-chose sur l'intrigue ou le personnage. Il y a un compte-rendu d'un livre, Nabokov Streams, qui dit exactement ceci. C'est souvent ainsi que Nabokov les utilise comme une forme de syncope émotionnelle, une sorte de décalé psychologique. Mais pour moi, le rêve a une fonction importante pour décrire la psychologie du personnage rêvant, et le rêve a aussi d'autres fonctions importantes. On retrouve ça exactement chez Nabokov, par exemple, où le rêve sert de prolepse, de souvenir futur ou de changement abrupt de la réalité. Donc, on retrouve bien entendu ces changements abrupts de la réalité et ces utilisations du rêve chez Kafka, chez Joyce Carol Oates et beaucoup d'autres auteurs. Et c'est en fait ainsi que j'utilise les rêves dans mes romans. Dernière partie de cette présentation, qui s'intitule « En finir avec le référent oui, mais non ». On va voir pourquoi. Donc, pour l'instant, pour résumer, en m'éloignant du référent, en me servant des faits divers transmogrifiés de rêves, je me place dans une conception internaliste de la littérature et je crois que cette conception internaliste est encore plus évidente dans la façon dont le langage est utilisé dans mes romans. Et là, évidemment, je suis beaucoup d'autres auteurs. Comme d'autres, je m'amuse avec le signe linguistique, signifié, signifiant, et je laisse donc de côté le référent, ne me souciant pas de la logique et de la vérité. Dans les Suicidés d'eau claire, par exemple, je joue beaucoup avec la forme. Donc, il y a un certain formalisme, il y a des poèmes, des pastiches, des lettres, des dialogues comme dans des pièces de théâtre, des changements de réalité ou de point de vue, des contes, des allusions littéraires ou symboliques, des chapitres d'une seule phrase, etc. Dans mon roman qui va paraître en août, dans La solitude du Terminal 3, ou aussi dans Le Goupil, mon deuxième roman, on trouve la même chose. Dans mon prochain roman, il y a même l'index d'une fausse autobiographie qui fait plusieurs pages. Dans ce type de littérature, le langage devient un personnage à part entière. C'est ça qui m'intéresse. Le langage y est fétichisé. On retrouve bien sûr tout ça chez Nabokov, mais aussi chez Angela Carter et Michel Tournier, une sorte de littérature pop, transfictionnelle et intertextuelle que j'apprécie particulièrement.
Chez Carter et Tournier, et aussi Nabokov, les excès stylistiques et la mise en relief du signifiant sont une espèce de décadence qui nous rappelle sans cesse la nature intertextuelle de la littérature. Le maniérisme, la surécriture, par exemple, d'Angela Carter ou même de Michel Tournier, et bien sûr de Nabokov, leur prose ampoulée, très fin de siècle, les personnages et les événements sont exagérés pour devenir des symboles, des archétypes, des idées, voire des idéaux. Et même si la dimension sociale et réaliste n'est pas complètement absente de leurs travaux, par exemple Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, et peut-être une critique de la colonisation, Le Roi des Zones, une critique de la collaboration, peut-être. Évidemment, il y a toutes les questions du féminisme et les études de genre chez Angela Carter. Leur littérature devient un jeu, un projet possiblement non référentiel, un projet nabokovien rempli d'allusions et de clins d'œil. C'est ce que je fais en fait aussi dans Le Goupil, mon deuxième roman, qui s'ouvre sur une longue tirade du personnage principal, qui utilise non seulement le passé simple, mais les imparfaits du subjonctif. Alors que l'indicatif est le mode du réel, le subjonctif est le mode de l'irréel. D'entrée de jeu, dans Le Goupil, nous devons donc comprendre que le personnage principal est un narrateur peu fiable, ancré dans le rêve et le surréalisme. À mesure que le personnage s'ouvre à la vie, au monde, cette utilisation du subjonctif s'estompe. Pour citer François Blais, un entretien dans Le Devoir de 2014, le deuxième degré est devenu comme le premier degré par défaut. L'imparfait du subjonctif sert un peu à ça, donner un léger côté ridicule à mon narrateur. Utiliser un temps de verbe désuet, c'est comme porter une redingote ou un monocle. Si on le fait, c'est forcément au deuxième degré. Dans Le Goupil, je voulais raconter l'histoire de mon père, son enfance, son envoi dans un orphelinat à l'âge de 8 ans. Mais comme je n'avais pas de détails et que je ne voulais pas en demander, sans doute par pudeur, alors j'ai tout inventé. Et en fait, j'ai été longtemps incapable de commencer ce roman pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, parce que je voulais un peu trop coller au réel et raconter l'histoire depuis le début avec tous les détails. Et je n'ai trouvé une entrée dans le roman seulement quand j'ai fait de mon père une figure de trickster et que donc je l'ai présenté comme un pur personnage de fiction, en le faisant parler précieusement avec justement cet imparfait du subjonctif. Et donc tout d'un coup, ce n'était plus mon père, mais un personnage de fiction. Donc pour revenir à Christine Angot, avec qui j'ai commencé cette présentation, je voudrais simplement dire que même elle n'échappe pas aux signes linguistiques dans sa littérature. Par exemple, elle utilise un langage performatif que je trouve très, très intéressant. La colère, la folie, la volonté de vengeance, tout ça se passe par son style, par la manière directe dont elle écrit, et ça se ressent directement par le lecteur, par le style. On peut dire que c'est un effet pragmatique. Mais Angot se contente aussi de styliser, juste pour le plaisir. Et récemment, j'ai lu son roman « Le marché des amants ». Et je crois que c'est dans ce roman-là qu'elle utilise l'imparfait d'un bout à l'autre du roman, clairement dans des contextes qui ne sont pas du tout justifiés, absolument pas au temps temporel. Donc, on peut dire qu'elle s'amuse avec la langue, poussant l'imparfait de Flaubert à sa limite, s'amusant avec le signe linguistique et restant très loin de la vérité. Alors voilà, donc la boucle est bouclée. J'ai commencé avec Christine Angot et je termine avec Christine Angot. Christine Angot prend le parti du réel et elle réussit à en parler directement, mais nous n'avons pas tous cette chance. Je voulais montrer que personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai surmonté un certain blocage d'écriture en m'écartant du réel, et donc ce n'est que récemment que j'ai réussi à l'aborder plus directement, donc ça m'a mis quand même peut-être 25 ans, et donc je le disais tout à l'heure dans mon introduction, j'ai écrit 2 textes beaucoup plus autobiographiques où vraiment là rien n'est inventé, un sur la mort de ma mère, comme je le disais, et un autre sur la maladie de mon conjoint. Mais donc, pendant longtemps, je me suis concentré sur le signifié et le signifiant parce que c'était le seul moyen pour moi d'écrire. Merci.